bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette cinquième émission de la seconde saison de l'Envoi de l'Histoire. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Vielfort, le professeur Pascal Vielfort de l'Université de Montpellier, professeur d'histoire du droit, spécialisé sur les questions pénales, sur l'histoire. C'est encore de l'histoire moderne ou contemporaine, sur les périodes, notamment le 19e siècle, révolution 19e siècle. On a discuté avec Pascal, on se connaît depuis très longtemps maintenant, et on a discuté un petit peu de la thématique que l'on allait aborder. Donc Pascal travaille en ce moment sur plusieurs questions, comme souvent les universitaires, mais entre autres questions sur la réglementation de la prostitution et la lutte contre la prostitution. Donc la réglementation qui encadre la lutte contre la prostitution. Et donc c'est un peu l'idée que l'on avait ce soir, c'est d'en parler ensemble. Donc du coup on se retrouve pour en discuter. Alors, un petit souci de téléphone, désolé. Et on va donc commencer. Je vérifie qu'il n'y a pas un souci j'ai l'impression qu'il y a peut-être des soucis de retransmission. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Excusez-moi, problème de direct. Voilà, on va vérifier ça. Ça devrait aller logiquement. Je vérifie. Désolé, je ne sais pas si on est en direct en fait, si on se voit en ce moment. Les aléas du direct. Si, ça va. En principe, c'est bon. Donc, on y est. Alors, Pascal, du coup, on va débuter tout de suite avec une première question, peut-être pour essayer de placer un peu le contexte. Donc, alors, on a coutume de dire que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Bon, est-ce que c'est vraiment fondé ou pas? C'est pas forcément évident de le savoir, mais sans remonter à cette question-là, une question qu'on pourrait se poser au début, c'est de savoir à partir de quand est-ce qu'on a une réglementation qui concerne la prostitution? Est-ce qu'il y a moyen de remonter assez loin dans l'histoire pour retrouver ça? Oui, merci Nicolas d'abord de m'accueillir et bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, c'est une question que les historiens et les historiennes du droit se sont posées, bien entendu. On n'a pas toujours des réponses très claires là-dessus. On sait qu'il y a dans les sociétés antiques des interventions de l'autorité publique pour encadrer le phénomène prostitutionnel. Le problème, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que on a voulu, sous forme d'anachronisme, on a voulu souvent aller rechercher dans les réglementations anciennes des justifications à la réglementation dont on va parler essentiellement aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui, en France, couvre la période du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Donc ça aussi, c'est un élément évidemment important dont il faut tenir compte. Alors, les premières réglementations, si on en croit nos collègues spécialistes de l'Antiquité et ceux du Moyen-Âge, dont tu fais partie, oui. Pour l'Antiquité, on aurait à Athènes Solon qui aurait mis en place des formes de prostitution encadrées par l'État avec des maisons de basse catégorie qui deviendront donc qui seront appelées les dictérions, maisons encadrées par l'État. Avec tout de suite d'ailleurs une remarque, c'est que cette forme de prise en charge par l'État de la prostitution n'a pas empêché, et finalement c'est une leçon qu'on n'a pas vraiment retenue, mais ça n'a pas empêché la prostitution clandestine, c'est une question qu'on abordera peut-être, mais de se développer. Simplement, il y a cette volonté à certains moments de l'autorité publique d'essayer d'encadrer le phénomène prostitutionnel. On le retrouve de la même manière dans l'histoire romaine. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a
un édile, l'édile Marcus, qui va imposer une réglementation, imposer une sorte de carte pour exercer l'activité prostitutionnelle. Donc voilà, il y a dès l'Antiquité, sans aller trop dans le détail, il y a dès l'Antiquité cette volonté de l'autorité publique d'encadrer par une réglementation donc le phénomène prostitutionnel. C'est quelque chose que l'on retrouve au Moyen Âge, alors avec finalement une alternance de mesures d'interdiction, de prohibition. C'est le cas par exemple sous Saint-Louis. Mais très vite, on se rend compte que c'est assez difficile à mettre en œuvre. Difficile parce qu'il n'y a pas des moyens, alors, les moyens de l'État n'a pas les moyens de... Parce que, alors tu as commencé avec cette expression bien connue, la prostitution, plus vieux métier du monde. Ce que vont dire les réglementaristes du 19e siècle, déjà, il faudrait discuter du mot métier. Oui. C'est une... voilà. Autant l'expression a pu avoir cours, autant aujourd'hui on pourrait très largement la contester fort justement. Mais la prostitution, la prohibition de la prostitution au Moyen-Âge, elle participe évidemment de cette idée, de ce débat au sein même de l'Église d'ailleurs. Ce phénomène-là doit être interdit, devrait être interdit. Saint-Louis surfe là-dessus. Mais on se rend compte que finalement, c'est un phénomène, malheureusement, j'allais dire, quasiment inévitable. Et c'est ça la problématique. Ouais. Et donc, plutôt que d'interdire sans que l'interdiction soit effective, peut-être faut-il l'encadrer. Voilà. Alors là, notre collègue Léa Otis-Secours, qui a, tu le sais, avait fait sa thèse en 1988 sur la réglementation, sur la prostitution dans la vallée du Rhône et le Languedoc, avait bien montré que l'idée selon laquelle le Moyen-Âge avait prohibé systématiquement, avait mené une politique répressive, c'était une idée fausse. Il y a finalement alternance de mesures prohibitives et d'une forme de tolérance finalement et d'encadrement, de réglementation. Voilà, on est sur un schéma, je dirais, assez aussi... on doit s'adapter au phénomène. Oui. J'ai le souvenir qu'il y avait quelques réglementations, donc pour moi ce que je connais un petit peu sur les villes, où par exemple les femmes, les honnêtes femmes, c'est-à-dire les femmes mariées, portaient un voile la plupart du temps, qui était un voile assez léger, mais qui permettait de les reconnaître, tandis que les femmes, entre guillemets, de mauvaise vie, donc les prostituées, n'avaient pas le droit de porter un voile, par exemple. Donc c'était le moyen de les reconnaître et de ne pas les confondre. Tout à fait, on retrouve cette problématique, on va la retrouver si on a le temps d'en discuter pour la période qui nous préoccupe, avec le fait d'être coiffé ou pas coiffé. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'était un moyen ça sera un moyen pour plus tard la police des mœurs au 19e siècle, de repérer dans la rue une femme non coiffée, elle est présumée quelque part être donc en activité prostitutionnelle, et donc on va pouvoir s'en saisir et l'arrêter. Donc il y a effectivement cette marque-là. Il faut aussi, ce qui est intéressant aussi avec la lecture qu'on fait du Moyen-Âge un peu plus tard, c'est qu'on a voulu chercher à tout prix dans le Moyen-Âge cette idée que déjà à cette époque on aurait réglementé la prostitution comme on le fera au 19e. Pour justifier, pour donner une espèce de profondeur historique à la réglementation, les réglementaristes sont allés dire, par exemple, tu dois mieux connaître que moi cela, mais on a imaginé que la reine Jeanne avait pris des statuts pour la ville d'Avignon. Bon, déjà, la ville d'Avignon, elle ne l'a pas gérée, je crois, très longtemps. Elle l'a vendue au pape, si mes souvenirs sont bons, mais enfin, bon, peu importe. On a fabriqué un faux. Et ce n'est qu'en 1902 que ce faux a été révélé. Ce qui veut dire qu'à une période, là, le dernier tiers du 19e siècle, où il y a la lutte entre les réglementaristes et les abolitionnistes, on va y venir, eh bien, on s'est servi de ce prétendu statut pris par la reine Jeanne pour dire, mais regardez, on imposait déjà des visites sanitaires aux prostituées au Moyen-Âge, on les encadrait. Donc, voilà, on a construit une réglementation et évidemment, elle servait à justifier
la réglementation du 19e. Donc voilà, il y a aussi une utilisation de l'histoire Oui. qui est intéressante Oui, à indiquer. Bon, c'est voilà, pas nouveau qu'on je ne qu'on suis pas utilise spécialiste ni l'histoire. de l'Antiquité, tu le sais, ni du Moyen-Âge, mais voilà, en tout cas, il y a euh, il y a surtout cet aspect-là qui m'a interpellé, comment on est allé rechercher et voulu donner une profondeur. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des lectures un peu Non, tronquées de l'histoire pour c'est servir pas le la dernière présent non ou plus d'ailleurs. son présent. Voilà. Et malheureusement, pas la dernière non plus. Mais c'est assez intéressant et ça montre également quelque chose, c'est qu'on a souvent coutume, alors bon, on va pas rester très longtemps dessus parce que c'est pas le cœur de la discussion de ce soir, mais on a souvent tendance à considérer que le Moyen Âge c'est une période très prude, très frustre, contrôlée par l'Église, etc. Alors que bon, clairement, et on le retrouve sur ces aspects-là, la morale médiévale finalement est beaucoup plus souple que ne le sera la morale de l'époque moderne, hein. En réalité, elle se durcit au XVIe. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, tu es mieux placé que moi pour le dire, mais elle se durcit au XVIe, et notamment, évidemment, dans ce conflit au sein du christianisme. Donc, il faut reprendre la main, et puis il y a une vision de la femme qui est quand même moins souple au XVIe qu'elle Ah, ne qui va l'était fortement avant. se Hein, elle est détériorer. Les femmes très avaient beaucoup plus de détériorée. droits au Enfin, Moyen voilà, Âge qu'à l'époque moderne. Ouais. donc il y a tout ça participe de. On a un regard sur le Moyen Âge, pour beaucoup de choses, tu le sais bien, qui est souvent très noir. On n'est pas au Moyen Âge, c'est l'expression qu'on entend souvent. Déjà, la fameuse historienne Régine Pernoud le dénonçait, pour en finir avec le Moyen Âge. Voilà. Et donc cette vision-là, on l'a aussi pour la réglementation de la prostitution, une idée un peu tronquée de ce que le Moyen Âge est. C'est pour ça que voilà, j'invite à la lecture du travail des collègues, notamment Léa Otis, qui avait remarquablement Tout à fait. remis en cause un certain nombre de préconçus, préconçus qui étaient véhiculés sur cette période. Alors, si on avance un petit peu, si on vient justement sur les époques plus proches de nous, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les politiques en matière de réglementation de la prostitution? Tu en as parlé un petit peu, tu as parlé de réglementariste, d'abolitionniste. Alors voilà, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu là-dedans? Oui, alors finalement, on a cité dans cette première réponse les trois grandes politiques. On va simplifier. Trois grandes politiques que l'on trouve à travers l'histoire. D'abord, la prohibition, hein, interdire le phénomène prostitutionnel, c'est-à-dire interdire aux prostituées de se prostituer, c'est-à-dire on criminalise le comportement aussi bien d'ailleurs des prostituées que de ceux qui profitent du système, on y viendra. Donc tous les acteurs, en fait, hein, on va dire, tous les acteurs du phénomène prostitutionnel sont ici donc poursuivis s'ils agissent ainsi. Donc aussi bien les clients que... alors voilà, potentiellement, on a quand on dit tous les acteurs, c'est évidemment les trois oui. possibles, c'est-à-dire les prostituées, les proxénètes et potentiellement également les clients. La politique ensuite qui est encore utilisée dans certains pays européens, l'Allemagne notamment, l'Autriche, c'est le réglementarisme. Alors là, il s'agit de réglementer la prostitution, c'est-à-dire que c'est l'autorité publique, on va dire l'État, qui intervient pour encadrer le phénomène prostitutionnel. Alors c'est la politique que l'on a connue de 1800 à 1946 en gros, hein, chez nous, au point que d'ailleurs on a appelé le système français, c'était devenu une espèce de modèle, entre guillemets, je mets les guillemets bien sûr. Et là, on est dans un schéma où finalement, certes, on va dire, bon, la prostitution, c'est blâmable, mais il faut la tolérer, mais on la tolère en l'encadrant. C'est-à-dire qu'on va l'encadrer, ça veut dire souvent que l'on délaisse dans ce système le côté profiteur, les proxénètes, voilà, et ça, on y reviendra peut-être si on a le temps, et on met l'accent sur l'organisation, l'encadrement de l'activité des prostituées elles-mêmes. L'État va leur imposer un certain nombre de contraintes sur lesquelles on pourra aussi détailler sans doute un peu plus loin. Voilà. La problématique du réglementarisme, tel qu'il s'est fait en tout cas au XIXe siècle chez nous, c'est qu'il s'est fait en dehors de la loi. C'est-à-dire que finalement, le contrôle du système, c'était l'administration qui l'avait. Et la critique principale qu'ont fait les abolitionnistes, troisième politique possible, c'est justement l'aspect arbitraire du système.
Aujourd'hui, il y a des réglementarismes qui se font dans le cadre de la loi. On peut reprocher là aussi cette forme de politique, notamment en ce que on dit finalement c'est l'État qui devient proxénète quelque part. Ça, on entend cette critique évidemment. Mais en tout cas pour l'époque, le reproche essentiel c'était finalement l'absence de cadre légal. Et les abolitionnistes sont ceux au départ, l'abolitionnisme c'est la politique qui vise à arrêter, à donc supprimer la réglementation. Ça, c'est la première version de l'abolitionnisme. Aujourd'hui, l'abolitionnisme, il y a une ambiguïté sur le mot. Si on va au bout de cette expression, abolir, ça voudrait dire supprimer, évidemment, dans un monde idéal, bien évidemment, dans un monde idéal, l'abolition de la prostitution, ce serait l'abolition totale du phénomène prostitutionnel. Malheureusement, l'histoire, jusqu'à nos jours, témoigne de, comme je le disais tout à l'heure, d'une relative impossibilité d'éradiquer le phénomène prostitutionnel, d'empêcher le phénomène prostitutionnel. Et donc l'abolitionnisme aujourd'hui, sans doute, je dirais, tourne sur un côté un peu prohibitif. On le voit finalement, qu'est-ce que l'abolitionnisme? Ça va être décriminaliser les activités des prostituées. Ça, c'est la première chose. Il est vrai que la période réglementariste, on met le doigt sur les prostituées. C'est très clairement les prostituées qui sont les coupables du système. Alors, on appuie sur les prostituées et pas sur les proxénètes. Et on oublie les proxénètes dans le réglementarisme. Et on est sur les prostituées. Et donc, les abolitionnistes vont dire, bon, on décriminalise finalement l'activité des personnes prostituées. En revanche, on réprime les proxénètes. Donc, il y a une bascule, et qui est intéressante, évidemment, qui se fait ici, avec, donc, peut-être dans la nouvel abolitionnisme... mais bon, là, il te faudrait inviter quelqu'un de l'association d'UNI pour avoir plus de précision. Notamment, on avait un docteur avocat qui avait travaillé sur ces questions, qui en fait partie, et donc on a beaucoup échangé quand il travaillait sa thèse. Le nouvel abolitionnisme, il va aussi proposer, par exemple, la répression du client, ce que nous connaissons depuis quelques années en France. Voilà, il y a quand même un côté un peu plus répressif, marqué aujourd'hui. Voilà en gros les trois politiques. D'accord. Alors, cette politique, elle est menée par l'État, elle est menée par les collectivités, enfin par les communes. C'est qui Alors, si on s'attache à l'organisation du réglementarisme, donc dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire jusqu'à 1946, et depuis Napoléon, ça se met en place progressivement à partir de 1800, quand Napoléon met en place la préfecture de police, notamment à Paris. Voilà, il y a les premiers élans là, de politique réglementariste. Elle va être effectivement essentiellement locale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a aucun texte pendant toute cette période qui porte expressément sur la prostitution. Alors, est-ce que par pudeur, on refuse d'aborder le système, toutes les questions d'ailleurs touchant à la sexualité, c'est très difficile, bien sûr, au 19e, mais voilà... je ne sais plus qui avait dit, moi vivant dans cette chambre des députés, il n'y aura pas de débat sur la prostitution. Bon, il y a cette espèce de pudeur et en même temps d'hypocrisie aussi, il faut bien le dire. Et on abandonne donc effectivement à l'autorité locale, donc préfecture de police à Paris et les maires dans les municipalités, on abandonne donc le soin de réglementer l'activité prostitutionnelle. Alors, cette réglementation, elle doit évidemment, comme tout arrêté municipal ou de préfet, doit s'appuyer quand même sur des textes de loi. Et alors là, c'est là que, j'allais dire, le bât blesse dans certaines dispositions de ces arrêtés, qui seront très critiquées par la doctrine publiciste au début du XXe siècle. Parce que, au fond, on a deux textes, en gros, de la Révolution, qui permettent d'appuyer les prérogatives des maires, et on aura la fameuse loi du 5 avril 1884, qui, évidemment, donne... Charte municipale. Voilà, la fameuse charte municipale. Mais il n'y a pas le mot de prostitution prononcé. Il n'y a pas dedans, dans ces lois, des peines prévues pour un comportement qui serait anormal. Donc, la seule chose qui va permettre finalement de cet élément légal, ce sera de dire, il y a un code pénal, si on a un arrêté municipal et qu'on contrevient à l'arrêté, on commet une contravention, et donc on a des filles
public, c'est l'expression que l'on emploie, qui sont poursuivis donc pour ces contraventions. Ça, c'est l'aspect judiciaire. Et donc là, le maire va s'appuyer sur les troubles à la tranquillité publique ou les troubles à... Alors, il s'appuie sur, finalement, le concept de trouble à l'ordre public. Ouais. Il s'appuie sur la question de l'hygiène et de la salubrité publique, parce Ouais, que, notamment sur la loi de 1884, mais même en 1791, c'est le maire qui est responsable de l'hygiène publique dans sa ville. Et quel est le fondement, finalement, de ce réglementarisme et quelle est l'idée que l'on poursuit? C'est d'éviter que finalement les prostituées soient des vecteurs de contagion de la voilà, syphilis, enfin, des maladies sexuellement transmissibles, et en particulier de cette fameuse syphilis, la peste des temps modernes. c'est ça. Hein, voilà, donc ça c'est la problématique de base, et qui va fonder un pouvoir, mais tout de même, un pouvoir que l'on peut estimer assez largement arbitraire, en fait, dans son application. Alors arbitraire parce qu'il n'y a, y a pas de contrôle épidémiologique, il n'y a pas de... Alors, il y a un certain nombre, les arrêtés vont imposer un certain nombre d'obligations aux prostituées. Si on prend l'essentiel des arrêtés, hein, les études ont été menées, j'en ai sorti quelques-uns, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ces arrêtés. Essentiellement, qu'est-ce qu'on impose aux prostituées, qu'est-ce qu'on veut imposer, parce que c'est tout le problème. On veut leur imposer d'abord une inscription. On va tenir une sorte de registre, le registre des mœurs, et on va inscrire donc les prostituées sur ce registre. À partir de ce moment-là, elles entrent dans le système réglementariste. Elles se voient remettre, si elles sont prostituées isolées, une carte, et elles ont donc, à partir de là, des obligations, dont la principale est évidemment la visite sanitaire, ou plutôt je devrais dire les visites sanitaires. Les règlements municipaux imposent de manière régulière, alors ça peut être tous les 15 jours, ça peut être toutes les semaines, ça dépend tout à fait de l'arrêté municipal, mais ces arrêtés imposent des visites sanitaires, ce qui fait qu'il y a toute une organisation derrière qui se met en place. Hein, il faut un médecin désigné pour assurer les visites sanitaires de ces prostituées. L'idée étant que, voilà, comme le mal vient d'elle, on va essayer de l'arrêter par ce biais-là. Et du coup, si on repère une maladie, elles n'ont plus le droit d'exercer? Alors, normalement, effectivement, il y a l'hypothèse donc, où elles sont déclarées malades. Elles vont être envoyées le plus souvent au dispensaire ou à l'hôpital qui gère ces cas. Quelquefois, l'historien Alain Corbin l'a très bien montré, on est dans une véritable politique d'enfermement. On n'a pas les moyens, bien sûr, j'allais dire scientifiques, médicaux, de soigner cette maladie, notamment la syphilis en particulier, mais on enferme avec des traitements qui, évidemment, sont inefficaces et quelquefois même font plus de dégâts que de bien, et on enferme ces filles dans... alors pour une durée de quelques semaines, voire plus. Donc c'est une forme de répression, ici, qu'on applique. Bien entendu, donc leur activité est arrêtée. Et bien entendu, elles ne rapportent plus soit à leurs souteneurs, d'une part, qui sont souvent en sous-marin, mais soit surtout aux maîtresses de tolérance. On n'a pas parlé, évidemment, de ce pilier, mais on va y venir sans doute. Donc ça, en effet, on va en parler de suite, hein, parce qu'on a parlé là des prostituées isolées, on va dire. Donc bon, isolées, elles ont bien sûr derrière un souteneur, hein, un proxénète certainement qui est, comme tu l'as dit, en sous-main. Mais à côté de ça, on a donc ces fameuses maisons... Oui, alors, le système tel qu'il a été conçu, si on regarde un petit peu chez les théoriciens, il y a notamment un médecin, hein, puisque ce sont essentiellement les médecins qui portent... ce réglementarisme. Il y a un médecin du 19e siècle qui s'appelle Parent du Châtelet et qui a véritablement théorisé le système réglementariste. Et au fond, ce système repose sur cette idée qu'il faut que les filles publiques, les prostituées, soient identifiées comme telles. Donc ça veut dire inscrites soit sur le fameux fichier, le registre
municipale, soit, et ce serait l'idéal selon Parent du Châtelet, qu'elle soit enfermée dans les maisons de tolérance. Donc, il y a là ce que Alain Corbin a appelé un pilier du système réglementariste, Ouais. la maison de tolérance. Alors qu'on appelle tout aussi bien donc le bordel, la maison close. Alors, les appellations sont intéressantes quand même. Alors, hein. oui, le mot bordel m'avait interpellé. J'étais allé regarder dans les recueils juridiques, parce qu'il y a une pudeur du juriste qui est extraordinaire. Hein, on aborde ça. Et je me disais que c'était nécessairement un mot péjoratif, comme on l'a aujourd'hui en tête. Et alors, étonnamment, je l'ai retrouvé dans le répertoire de jurisprudence du procureur général, de l'ancien procureur général Merlin de Douai, qui donc fait Donc son là, on entrée est à la Révolution. 1812, voilà, début de l'Empire. voilà, il est procureur général, l'Empire, début ouais. voilà. Et là, il nous dit, c'est ainsi qu'on appelle ces lieux de débauche et de prostitution que les lois proscrivent, mais que la multitude et l'affluence des célibataires forcent de tolérer dans les grandes villes. D'où maison de tolérance. D'où maison de tolérance. Mais alors, un morceau d'hypocrisie aussi, Oui, oui, oui. puisque ça ne concerne que les grandes villes et que les célibataires, on est rassuré. Bien sûr. La morale est sauve. La morale est ça. Voilà. Mais oui, d'où le pilier, donc la maison de tolérance. L'idéal, j'entends évidemment aux yeux des réglementaristes, hein, l'idéal c'est que toutes les prostituées soient dans des maisons de tolérance, ce qui faciliterait le travail de l'administration, le contrôle. Ouais. La maîtresse de tolérance, faisant finalement un peu le office déjà d'un contrôle, elle tiendrait à ce moment-là un cahier. Alors à ce moment-là, les filles qui travaillent dans ces maisons de tolérance, on les appelle les filles à numéro, parce qu'on va les numéroter sur un cahier, et donc l'administration peut venir contrôler, est-ce qu'elles sont à jour de leur visite, est-ce que voilà, elles sont bien régulièrement inscrites, etc. Oui, donc on a une tenancière qui joue un rôle qui est vraiment une interface entre l'administration et les filles. Quoi. Totalement. Et qui est rémunérée par l'administration ou... Alors, non, elle a son activité, touche tout à fait. Son pourcentage. Souvent, d'ailleurs, dans les dossiers, c'est assez intéressant. On voit le mari de la tenancière derrière. Hein, quand, ouais. voilà, ça, donc, il y a une espèce de proxénétisme légal. Il y a une espèce de proxénétisme légal. C'est ce que dénoncent d'ailleurs les abolitionnistes ensuite. C'est-à-dire que finalement, le proxénète fait sa loi sous couvert de la loi, là, hein, comme l'avait dit, je crois, un ancien magistrat à ce propos. Donc, on est dans un système à la fois un peu hypocrite, il faut bien le dire, et en même temps, qui fait j'allais dire le bonheur des dames, non, pas des dames, mais des dames de tolérance, oui. Des maîtresses de tolérance, bien entendu. Hein, donc pas évidemment des prostituées qui sont soumises à une espèce d'enfermement. Hein, ce que dénonçait fort justement, à mon avis, en ce sens-là, l'historien Alain Corbin, enfin démontrer, c'est que si on regarde le système réglementariste, il se résume à 3 piliers d'enfermement, 3 lieux d'enfermement. On a dit l'hôpital quand elles sont malades, les maisons de tolérance, puisque c'est l'idéal, enfermer les filles dans les maisons closes, pas vues de l'extérieur, elles ne vont pas aller donc se montrer et donc racoler à l'extérieur. Le client viendra à l'intérieur et fera son choix. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire les arrêtés municipaux qui réglementent ces maisons. On impose les doubles portes, on impose des fenêtres. D'où le maison close, ça vient de là. Et d'où maison close. Fermée, il ne faut pas que de l'extérieur, on puisse apercevoir l'intérieur. Quand on ouvre la première porte, il doit y avoir normalement une espèce de sas. Et voilà, et pas qu'on puisse voir, apercevoir. Voilà. C'est cette société qu'il faut cacher. Hein. La bonne société doit se prémunir de la mauvaise, entre guillemets, bien sûr. Voilà. Et puis le troisième volet, quand même, je l'oublie, mais il faut le dire, troisième pilier de l'enfermement, c'est quand même la prison. Eh oui. C'est quand même la prison, parce que lorsque donc elles commettent une contravention à un arrêté, à l'époque, les contraventions en récidive peuvent amener à faire quelques jours de prison. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, et c'est là que les juristes auraient dû réagir, et au XIXe siècle, malheureusement, les réactions ne sont pas, à mon sens, si nombreuses et pas suffisantes, c'est que certains arrêtés vont prévoir un véritable enfermement administratif. Ah oui.
Oui, alors là, alors là, on est en dehors du droit. Ouais. Il n'y a plus le contrôle du juge judiciaire, hein, du juge pénal. Des arrêtés disent clairement que la fille qui contrevient à ses obligations, par exemple, elle ne respecte pas les visites sanitaires, elle ne respecte pas encore plus l'inscription, eh bien, pourra être enfermée plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça, Alors, ça, enfermées où, du coup? alors, elles sont en prison, elles sont au violon, Elles elles sont sont en prison. envoyées donc Et par oui, l'autorité et administrative, oui. donc Alors là, qui, il y a, le maire, le préfet là, il y a un bug, c'est le commissaire de police qui les Ah arrête oui, et on les la met, police, voilà, la d'accord. police Ouais. les arrête et on les enferme parfois pour plusieurs semaines. Alors, on a mis en place, sous la critique des abolitionnistes, certaines grandes villes, Paris, Marseille, ont mis en place des espèces de commissions avec l'inspecteur ou le commissaire de police, avec deux assesseurs qui jugeaient, entre guillemets, la personne. C'est le point sur lequel on a l'illégalité la plus remarquable. Ouais. Et alors, ça, moi, je me suis dit que, quand même, les pénalistes de l'époque avaient dû Réagir. interpeller, réagir. Et malheureusement, c'est un peu là que le bas blesse, et donc on est un peu interpellé sur, par exemple, déjà, alors la définition que l'on donne de la prostitution, de la prostituée, se dit de l'abandonnement des femmes aux habitudes de l'impudicité. Si toutes les femmes qui s'abandonnent aux habitudes de l'impudicité étaient qualifiées de prostituées, déjà, bon, je ne sais pas, donc c'est déjà un vrai problème. Mais il y a des juristes comme le répertoire d'Allos, les frères d'Allos, qui disent qu'il n'y a aucune législation spéciale sur le régime disciplinaire à infliger aux filles publiques. Effectivement, ils reconnaissent qu'il n'y a pas de loi. Mais alors, ils concluent mais il est évident que la loi suprême de l'ordre et de la morale publique investit l'administration de pouvoirs très étendus pour réprimer les délits Oui, donc, de la nature. là, Là, c'est extraordinaire. la doctrine La valide doctrine ces entérine illégalités. Quoi. cet arbitraire. Hein, il est évident que la loi suprême de l'ordre et de la morale, moi je ne l'ai pas vue écrite, hein, la loi suprême de l'ordre et de la morale publique, dans un texte, dans le code pénal, elle n'y est pas en tout cas. Dans l'ABS Mais, corpus, pas du tout non plus. Hein. non plus. Donc, on a là quand même quelque chose qui est assez surprenant, assez choquant, hein, dans un siècle qui, depuis 1789 au moins, se veut légaliste. Oui. On a posé, tu le sais bien, les grands principes de l'égalité des délits et des peines. Et pas là, de, eh pas bien, d'emprisonnement tu vois sans que procès, ouais. voilà, on est dans un arbitraire, on livre ces filles publiques à l'arbitraire administratif. Ouais. Alors, on livre les filles publiques, mais on livre pas les proxénètes. Alors, problématique, évidemment, là, bon, peut-être un peu plus technique, mais je vais essayer d'être simple. Si l'on ouvre le code pénal de 1810, bien entendu, et que l'on cherche le code pénal de l'Empire, et qui va rester en place jusqu'à notre 1994. code pénal actuel, voilà, au 1er mars 1994, il a été changé. On ne trouve pas de texte visant directement d'abord le proxénétisme. On ne qualifie pas... le terme apparaît pas. Voilà, comme on dit dans la doctrine, ce honteux métier. Là, pour le coup, on a bien raison. Il y a quand même néanmoins un article qui permet d'entrer en voie de répression pour une catégorie de proxénètes, c'est l'article 334 du Code pénal sur l'excitation des mineurs à la débauche. Mais alors, pour arriver à utiliser cet article, il faut d'abord qu'on ait une prostituée mineure, donc de 21 ans pour l'époque, voilà, elles existent évidemment. Théoriquement, l'administration ne voudrait pas, mais elles existent très clairement. Et ensuite, il faut que l'on démontre qu'il y a une répétition d'actes donc d'excitation à la débauche. Oui. Un seul cas, ça ne suffit pas. Donc c'est très difficile d'entrer en voie de condamnation. Et finalement, pendant tout le 19e siècle, on peut dire que les proxénètes sont à peu près libres d'agir et donc de contrôler l'activité prostitutionnelle. Il faut quand même aussi indiquer que la jurisprudence va essayer de condamner ceux qui s'adonnent à cette activité. Elle va le faire en utilisant, de manière assez originale, le vagabondage, le délit de vagabondage, en disant mais finalement ces proxénètes ils n'ont aucun moyen de subsistance
Et donc, on va les considérer comme vagabonds, on va les poursuivre comme vagabonds, et on va pouvoir au moins leur infliger une peine à ce titre. Alors, quelquefois, ça a fonctionné, parce qu'on a pu démontrer qu'effectivement, on rentrait dans ce cadre-là, mais très vite, les proxénètes ont tourné cette difficulté en prenant des petits métiers, des petits boulots, en disant, mais non, mais nous, ils ont des revenus déclarés. Donc, on n'est pas vagabonds. Enfin, il y a tout un jeu là-dessus. Alors, le législateur a essayé de mettre en place ce qu'on appelle le vagabondage spécial en 1885 pour toucher, et c'est la première fois qu'on le dit dans la loi, les souteneurs. Ah. Là, on s'est un peu écorché, on a enfin prononcé le mot. Mais ce qui est intéressant, sans rentrer trop dans les détails, c'est que finalement, on va se préoccuper véritablement du proxénétisme lorsque va se diffuser à la fin du 19e, début 20e, cette grande campagne contre la traite des blanches. Des situations dans lesquelles des jeunes filles seraient enlevées et donc envoyées sous des prétextes divers et variés en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, et là se retrouver enfermées dans des maisons de prostitution, sans grand espoir d'ailleurs de pouvoir en revenir. Et cette traite des blanches qui devient alors dans la presse, qui prend une ampleur... Qui était fondée, il y avait... Alors, elle est toujours fondée, il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on, mais il y avait effectivement un certain nombre de situations. Sans doute, la perception que l'on en a, ensuite, dans la presse, a été grossie. Mais il n'empêche que c'était un phénomène qui a existé. Et bien, il a fallu attendre cela pour que notre législateur vienne finalement se rendre compte que le proxénétisme était peut-être le vrai problème. Oui, mais c'est quand même un proxénétisme qu'on renvoie à l'extérieur, quoi. C'est les autres qui sont capables de ça, nous on n'est pas capables de ce genre de choses. C'est un peu l'idée que l'on peut... la France a organisé d'ailleurs des conférences internationales sur la traite des blanches, et là, bien sûr, elle ne pouvait pas faire autrement que de mettre dans sa législation nationale ce qui avait été décidé par ces discussions internationales. Voilà, là aussi, ça ne manque pas, tu vois, d'hypocrisie, tout ça. C'est le terme qui revient là, dans tout ce que tu dis, sur cette réglementation, le refus de voir ou de dire... La réglementation telle qu'elle est organisée au XIXe siècle, très clairement quand même, elle est très hypocrite. Elle ne vise qu'un seul acteur, finalement, la prostituée. Les clients sont bien sûr libres d'agir, et les proxénètes, on sait qu'ils sont là, mais voilà, on s'en occupe très peu. Donc là, oui, c'est une forme d'hypocrisie, évidemment. D'autant plus que l'objectif que l'on poursuit, on l'a dit, c'est pour des raisons sanitaires que l'on va notamment contrôler ou prétendre contrôler les prostituées. Et finalement, on se rend très vite compte que l'on fasse des visites tous les 15 jours ou que l'on fasse des visites tous les 8 jours, finalement, le système n'est pas viable. Une prostituée qui... à sa visite et qui le lendemain contracte le mal et ensuite donc pendant une semaine ou 15 jours exerce son activité, va diffuser potentiellement. Alors je n'ai pas les détails, je ne suis pas médecin, il faudrait... il y a des médecins qui sont... Voilà. Mais de toute façon, on a démontré que le système n'était pas sur ce plan-là très efficace. Néanmoins, on va se servir du péril vénérien, c'est encore une fois une expression que l'on retrouve chez Alain Corbin, on va se servir du péril vénérien pour justifier, à la fin du 19e, le maintien du réglementarisme, alors que, dans le même temps, une autre politique commence à émerger. Tout à fait. C'est le problème des abolitionnistes bien sûr, qui viennent... Bien sûr. Donc, alors, l'abolitionnisme, il arrive donc là, fin 19e, ça commence à arriver. Dans quel... Alors, il y avait déjà des abolitionnistes auparavant, j'imagine, mais bon, là, il y a une vague un petit peu plus forte qui arrive. Dans quel cadre qui porte cette nouvelle politique? Alors, il y avait avant, l'abolitionnisme tel qu'il se développe au 19e siècle, c'est une réaction, finalement, au réglementarisme. Donc, si tu veux, forcément, il faut d'abord qu'il y ait eu un système réglementariste très abouti et développé, comme on l'a eu en France, mais dans d'autres pays, pour qu'il y ait cette réaction. Et alors, la réaction part d'Angleterre, où on a donc critiqué un certain nombre de textes encadrant le phénomène prostitutionnel, et elle est en particulier le fait d'une femme, Joséphine Butler, qui est à la fois une féministe fervente et en même temps qui va s'attacher à cette question de l'activité prostitutionnelle.
et qui va mener un véritable combat, hein, une véritable campagne abolitionniste. Il y a la création, il me semble que c'est en 1875, d'une association internationale, une fédération abolitionniste internationale, en 1875. Et à partir de là, on a en France un écho de ce mouvement. Et on retrouve, alors attention, hein, peu de médecins, euh, peu de juristes, mais voilà, des journalistes notamment, des journalistes qui s'inscrivent dans ce mouvement abolitionniste en France en dénonçant en priorité les excès, voire les erreurs, les bavures, on dirait aujourd'hui, les bavures de la police des mœurs. Puisqu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont attiré l'attention de la presse, où parfois des personnes ont été arrêtées par erreur, hein, qui n'étaient absolument pas prostituées, mais qui ont fait l'objet de fichage dans les fichiers de la police des mœurs, ou un certain nombre de comportements qui étaient excessifs avec les filles publiques elles-mêmes, et qui a engendré ce mouvement, en tout cas cette contestation abolitionniste. Qui est en lien avec le féminisme quand même Oui, bien sûr, on peut tout à fait établir le lien. En tout cas, celle qui est à l'origine de la Fédération internationale abolitionniste, elle est clairement dans ce mouvement effectivement féministe. Et c'est grâce à ce combat qu'on va dénoncer justement l'arbitraire de l'administration, certains comportements excessifs de cette administration. Et en particulier, on va viser la police des mœurs. Ça a été très bien étudié par un collègue il y a déjà quelques années, Jean-Marc Berlière, qui avait travaillé sur la police des mœurs sous la Troisième République. Ouais. Et donc, il met tout ça parfaitement en évidence. D'accord. Et donc, l'abolitionnisme va progresser jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, le combat est long. Le combat est long parce que à la fin du 19e siècle, tu as ce qu'on appelle les néo-réglementaristes, ou en tout cas des réglementaristes qui veulent maintenir le système, qui veulent parfois... Alors qui disent, écoutez, le problème c'est l'absence de loi, mais on n'a qu'à prendre une loi, tout simplement. Donc tu as ces réglementaristes qui voudraient s'inscrire dans le cadre légal, et puis surtout, tu as beaucoup de médecins réglementaristes qui jouent sur l'hygiène. Sur l'hygiène. Le péril vénérien, ce que je disais tout à l'heure, le péril vénérien. C'est-à-dire, attention, on a ces expressions à l'époque, ça va entraîner la dégénérescence de la race. Ah oui. Alors on dit ça. Non, si on laisse faire... donc voilà, les quelques milliers de prostituées vont entraîner la dégénérescence de la race. Donc il faut les contrôler. Il faut réglementer encore plus. 15 jours, ça ne suffit pas, mais passons à une semaine. Une semaine, ça ne suffit pas. Faisons encore plus de visites. Donc on s'inscrit dans un mouvement, donc certains appellent l'hyper-réglementarisme, voilà, qui va permettre... On fait peur, hein, on joue sur la peur. Et on va évidemment maintenir le système finalement jusqu'à 1946. Alors, néanmoins, petit à petit, le mouvement abolitionniste se développe pour plusieurs raisons. L'une est démontrée par Alain Corbin, c'est un changement dans les conduites sexuelles, on va dire. La maison de tolérance décline progressivement, et donc il y a d'autres formes de prostitution qui se développent, mais qui est en dehors de Pourquoi ça décline ? Alors, ça, c'est un peu de l'étude sociologique. C'est l'idée que, finalement, cette façon de procéder, d'aller comme ça, faire son marché dans une maison de tolérance, ça ne plaît plus aux hommes. Alors, ça choque, ou alors on veut ce jeu de séduction, donc on va avoir plutôt des maisons de rendez-vous qui se développent. Et donc on voit apparaître d'ailleurs, quand on est dans les archives, on regarde, on voit qu'il y a toujours les maisons de tolérance au début 20e qui sont comptabilisées, mais à côté de ça, dans les années 20, on voit apparaître combien de maisons de rendez-vous dans la ville. Donc d'autres formes prostitutionnelles, où l'échange, il y a une sorte de jeu de séduction, alors qui est évidemment un peu factice, mais on va aller boire un verre, et puis ensuite, bon, voilà. Donc il y a d'autres conduites, en fait, sexuelles. Donc ça, c'est un domaine que, évidemment, j'appréhende moins bien. Mais qui est appelé à un certain succès, quand même. Mais qui est appelé à un certain succès. Alors, attention, hein, peut-être que le seul travers de
des beaux travaux dans les commerces, c'est de dire qu'on a enterré peut-être un peu vite le bordel. Hein, on retrouve pendant les guerres, par exemple. Alors ça, c'est intéressant, Et justement. oui. On n'en a pas parlé, mais là, l'État, d'une certaine manière, se fait proxénète, quoi. Alors l'État, oui, les fameux BMC, les Oui, bordels militaires de campagne. c'est ça. Donc là, tu as effectivement, que ce soit sur la Première Guerre ou la Deuxième, une organisation de la prostitution. Alors là encore, pour des raisons d'hygiène, de contrôle, enfin, voilà. Mais ça veut dire que malgré la montée du système abolitionniste, on garde un cadre réglementariste, un esprit réglementariste Ouais. pendant longtemps. Euh, L'abolitionnisme, tu vois très bien qu'il se diffuse dans les années 20-30. Quand tu ouvres les séries M concernant la prostitution aux Donc, archives, les séries d'archives. voilà, Hein. séries d'archives, donc les documents relations entre le préfet et donc les municipalités, puis le ministère, là tu vois qu'on demande au préfet si des villes ont choisi l'abolitionnisme, il y a des enquêtes. Ah oui, il y a des villes Ouais, qui, ouais, il y a des qui, villes qui vont qui prennent le commencer, parti. bien Ouais. entendu, avant la loi de 46. Tu as par exemple des villes comme Strasbourg, comme Grenoble, comme Mulhouse, qui ont pris le parti Déjà une politique de abolitionniste. rentrer dans cette politique abolitionniste dès les années 30. D'accord. Voilà. Et donc ces expériences-là, elles sont relatées. Et ensuite, on demande donc à chacun des préfets ce qu'il en est dans leur département. Est-ce que la tendance serait plutôt à l'abolitionnisme ou pas? Les enquêtes font remonter souvent qu'il y a deux catégories de métiers qui s'y opposent fermement à cet abolitionnisme. Souvent les médecins s'y Oui. opposent parce qu'ils veulent garder un contrôle justement en raison sanitaire, et les policiers, commissaires de police. Les rapports des commissaires de police, quand tu lis les rapports, sont très souvent négatifs parce qu'ils disent que pour eux, le moyen de contrôler finalement le phénomène prostitutionnel et ce qu'il y a à côté, la criminalité que ça peut engendrer. Hein, Ouais. voilà, quand tu contrôles les maisons de tolérance ou que tu as un œil sur les maisons de tolérance, tu as aussi derrière, on le sait bien, des proxénètes qui peuvent apporter un certain nombre Les d'informations. Ouais. Voilà, il y a tout ce système qui explique que la lutte abolitionniste est longue. Elle prend finalement quasiment plus Un d'un demi-siècle. demi-siècle. Hein, voilà. Et donc 1946, pourquoi 1946? Alors là, on est dans une rupture qui est assez brutale finalement, en dépit de ce que je viens de dire, cette progression de l'abolitionnisme. J'ai le souvenir de la lecture encore d'actes dans les années 1942-43, où tu vois donc des médecins qui disent non, mais il faut vraiment maintenir le réglementarisme. Et donc, 1946, alors c'est ponctuel, il y a la fameuse loi Marthe-Richard, donc là c'est évidemment le point de départ de cette abolition, c'est la loi qui abolit les maisons de tolérance, hein, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant aussi, dans les archives, tu vois les conseils départementaux de résistance qui vont, en 1945, prendre résolument parti pour cette abolition des maisons, la fermeture des maisons de tolérance. Donc là, il y a une réaction aussi à cette organisation pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant qui a évidemment largement utilisé et qui s'est réservé d'ailleurs certaines maisons. Voilà. Mais quand on est dans la lecture, on est là en train d'étudier finalement le réglementarisme qui semble perdurer, qui est soutenu par l'administration policière et médicale, on arrive comme ça à cette lecture des décisions de comités locaux de résistance qui, d'un coup... Alors qui porte ça? C'est les communistes plutôt? Alors, je pense que c'est assez partagé. Moi, je l'inscris dans une réaction c'est pas simple. Alors, les communistes dominent évidemment une partie de la vie politique de l'après-guerre. Ça, c'est bien connu. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Je le vois vraiment comme... on passe à autre chose. Hein, on passe à autre chose. Après les événements difficiles et douloureux, fermer les maisons de tolérance est aussi finalement... Couper avec la période d'avant. Couper avec la période d'avant. Ça peut être aussi une forme d'explication. Voilà. Bon, ce qui, bien sûr, ne règle absolument pas le problème de la prostitution. Non, ça ne le règle pas. Et puis, il faut quand même il faut être parfaitement clair là-dessus. La fermeture des maisons de tolérance, ce n'est pas la fin complète du système réglementariste. Pourquoi ? Parce qu'on va garder
jusque dans les années 60, je crois que c'est 1960, un fichier sanitaire des filles publiques, des prostituées. D'accord. Donc on a quand même encore un œil, un regard, un contrôle sur les prostituées. Ouais. Voilà. Donc il faut être... voilà, on ferme les maisons de tolérance, certes. On pourrait dire que de toute façon, elles sont devenues, à part les épisodes de guerre, elles ont décliné, donc moins fréquentées. Donc finalement, on peut discuter sur l'efficacité réelle de cette mesure. En revanche, l'administration voudra garder un contrôle sur les prostituées. Et oui, de mémoire, là je ne l'ai pas en tête, mais il me semble-t-il 1960 que l'on met fin au fichier. Fichier sanitaire, voilà, tout simplement. Et ce contrôle donc s'arrête en 1960. On a une politique qui va commencer à évoluer vers le prohibitionnisme tel qu'on le voit aujourd'hui. On a quand même des gens encore aujourd'hui qui reviennent sur la question de ces maisons de tolérance. Ça revient assez souvent quand même dans la discussion. Alors, effectivement, c'est un point qui est intéressant. Tu te souviens peut-être au moment où le sida s'est développé dans les années 80, on a commencé à appréhender cette maladie. On a quelques voix qui se sont élevées effectivement au milieu des années 80 pour dire mais finalement il faudrait réglementer la prostitution, il faudrait revenir aux maisons de tolérance. Alors bien sûr on disait dans un cadre légal cette fois naturellement poser une loi qui fixerait les obligations des uns et des autres. Certains pays ont fait le choix. L'Allemagne. L'Allemagne. Alors, on dit que la prostitution a explosé en Allemagne. On dit en France aujourd'hui 30 à 40 000 prostituées, probablement 10 fois plus en Allemagne. Il y a l'Espagne. Alors, il y a également l'Autriche qui est réglementariste, la Grèce aussi, qui est restée dans une politique réglementariste. Voilà. Ce sont des politiques qui sont aujourd'hui très largement quand même décriées. Je crois que c'est récemment qu'un tenancier de maison, on va dire, de prostitution en Allemagne a fait l'objet d'une condamnation et ça a été perçu de manière assez positive par un certain nombre d'associations. Voilà, parce que jusqu'alors, finalement, on a des individus entrepreneurs du sexe qui font quand même de l'argent sur le dos, sans jeu de mots évidemment, mais qui font du travail, de l'argent sur cette activité où on sait très bien que derrière, il y a la traite des êtres humains, il y a des conditions, voilà. Donc tout ça a fait largement réagir et très certainement que je vois mal la France dans l'orientation qu'elle a pris aujourd'hui, revenir à un réglementarisme quel qu'il soit. Ça me semble être une politique de notre temps. Alors, ça n'empêche pas que, sans que je sois évidemment suffisamment peut-être éclairé et spécialiste des questions actuellement, mais ça n'empêche pas qu'on n'ait pas aussi une forme d'hypocrisie dans la manière de gérer la politique prostitutionnelle aujourd'hui. Exemple, la question de la punition du client. Ça pose sans doute un vrai problème. Est-ce qu'on s'oriente vers une politique vraiment prohibitionniste ? Les abolitionnistes ne le veulent pas, ils veulent laisser libre l'activité des prostituées. Mais en même temps, évidemment, avec l'idée qu'il y en ait de moins en moins, et ça c'est louable, bien entendu. Mais en même temps, on punit le client, ce qui rend l'activité, ça, il y a un certain nombre de syndicats, le syndicat du sexe, d'un travailleur du sexe, que l'on l'a démontré, vous avez fait un recours là-dessus. En même temps, je disais, cette politique répressive à l'égard du client engendre une difficulté supplémentaire pour les travailleuses du sexe. Et du coup, les travailleurs. Un travail qui est plus clandestin. Et marginal, clandestin, et ça a été qui renforce la position des proxénètes. Et très probablement des réseaux de proxénétisme et des proxénètes, et qui rend sans doute le travail, l'activité, on va dire, des prostituées, peut-être plus dangereux encore. Je crois que c'est Donc ça, c'est une problématique dont on n'a peut-être pas suffisamment tenu compte. En tout cas, on a la volonté d'accompagner les prostituées, de ne plus les montrer du doigt comme les coupables d'un système. Voilà, ça c'est une bonne chose. Après, il faut trouver l'équilibre.
très très complexe hein, à trouver. Bon, en soi, la punition du client ne me dérange pas, c'est pas la question, mais c'est derrière les conséquences que ça a. Et là, peut-être qu'il faudrait un peu plus s'intéresser justement à ces conséquences et à ce moment-là, avoir un vrai ou développer les politiques de soutien. Je sais bien qu'il y a des associations qui s'y emploient, l'État dans certaines mesures s'y emploie, mais peut-être qu'il faut y réfléchir un peu plus. Oui. Très bien. Bon, ben merci, tu nous as amené hier, avant-hier, etc., jusqu'à demain. Donc, on a vraiment une couverture parfaite et très large de la question. Je te remercie beaucoup. Alors, sache que tu as été fortement soutenu par des fans hein, qui te suivaient. Il y en a même un qui propose, Kuroski, qui te propose comme président. Voilà, je sais que c'est un moment où il y en a qui... Président, tu envisageras. Et en ce moment, il y a des élections qui, apparemment, il y en a certains qui se positionnent. Ça peut être une idée. Pourquoi pas merci beaucoup, Pascal. On va finir peut-être comme on a la coutume de le faire dans cette émission par quelques conseils de lecture, de visionnage, éventuellement, s'il y a des conseils à donner à nos spectateurs. Oui, alors j'ai cité à plusieurs reprises tout de même l'historien Alain Corbin, donc son ouvrage Les filles de noces, ça me paraît être, je dirais, la lecture de base quand on donc voilà, sur ce on verra peut-être pas les sous-titres, mais alors, Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle. Voilà. Donc je mettrai les références plus précises sur la page Facebook. Sa période était essentiellement... Et c'est en poche en plus, qui ne gâche rien. Oui, voilà, parce qu'il y a la thèse qui est plus volumineuse, mais là c'est en poche. Le même auteur avait publié un extrait, hein, pas la totalité, de ce médecin dont j'ai parlé rapidement, peut-être trop rapidement, Parent du Châtelet, qui avait écrit cet ouvrage sur la prostitution à Paris au XIXe siècle. Donc là aussi, c'est un petit ouvrage pour... Alors évidemment là, lorsqu'on veut plonger un peu plus dans la doctrine médicale de l'époque. Hein, c'est déjà voilà, là déjà on est plus dans un travail un petit peu plus profond de chercheur. Et puis aussi un travail de chercheur qui date un peu comme celui d'Alain Corbin, mais qui est toujours très éclairant, La police des mœurs sous la Troisième République. On a parlé rapidement de l'ouvrage de Jean-Marc Verrières. Et puis ensuite, évidemment, la grande littérature. Tous, hein, la littérature, Zola de Nana, bon ben voilà. Nana de Zola, du coup. Oui, Nana de Zola. Émile Zola, donc cet ouvrage est bien connu. Il a, comme souvent dans ses romans, mené de véritables enquêtes. Donc c'est une étude intéressante. Bon, Maupassant connaissait bien lui aussi, peut-être pour d'autres raisons, les maisons de prostitution, dans la maison de Tellier. C'est un petit ouvrage. Ce regard qu'il offre d'ailleurs est assez intéressant, assez, on va dire, qui ne s'inscrit pas dans cette réprobation générale que l'on voit souvent sur les prostituées au XIXe, mais voilà, un regard sur la vie quotidienne finalement d'une maison de tolérance. Ce réalisme et finalement parfois avec des notes assez touchantes. Je trouve la maison de Tellier, voilà, ça se lit très bien, ça se lit très facilement. Alors, tu parlais de films. Bon, quand tu me posais la question de film, j'ai pensé à Belle de jour avec Catherine Deneuve. C'était alors évidemment une prostitution, j'allais dire presque idéalisée, finalement confortable, mais qui est loin sans doute des réalités quotidiennes. On a alors il y a eu des films plus récents. Il y a une série, je ne l'ai pas vue, je crois qu'elle est passée sur Canal+ il y a quelques années. Maison Close. Sur le début 20e. Début 20e, au tout début 20e. Il y a un film aussi qui s'appelle L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close, le sous-titre, ou le titre, oui c'est ça, L'Apollonide. Là aussi, donc ça fait partie des films qui mettent en scène, pareil, même période, l'activité au sein de Maison Close. Oui, qui retrace, on peut dire, voilà, c'est un film, mais voilà, qui retrace cette activité au début du XXe siècle. Avec, évidemment, on n'en a pas parlé, mais toujours pareil, hein, il y a la prostituée dans les maisons de luxe, et puis il y a les prostituées dans des situations beaucoup moins confortables. Voilà, là aussi, les fameux BMC dont on a parlé, qui devaient être assez épouvantables. C'est les maisons d'abattage, disaient certains. C'est autre chose. Quoi, voilà. Bon.
Et on aurait pu finir, mais Twitch ne le permet pas, sur la musique. Il y a la fameuse chanson de Brel, Ah oui, au mais suivant on ne peut qui pas chanter, tu renvoie. l'as dit. Non, on n'a pas le droit de musique, le- on n'en mettra pas. D'accord, Donc on peut laissera pas, ok. les intéressés aller chercher ça sur Mais là, je crois les qu'ils échappent au plateformes. pire, en ce qui me concerne. Donc Voilà. ça va. Je te laisserai chanter une fois que l'émission sera éteinte. Très bien. Eh bien, écoute, Pascal, merci beaucoup. Alors, il y a parmi sur la discussion, donc Julia Guy qui nous dit Berlin également. Je sais pas, c'est peut-être un. Oui, peut-être, oui. Film. Je l'ai pas vu, donc oui. Donc, qui pourrait être aussi vu, sans doute, Ok. sur ces questions. Donc, merci pour la référence. Et puis, on arrive au bout de l'émission. Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci d'avoir accepté de venir. Merci pour ce brillant, comme toujours, ce brillant exposé que tu nous as fait de cette question qui est complexe, parce qu'on sent bien qu'il y a vraiment une espèce de voile pudique qui a été mis par les juristes, les politiques aussi, sur cette question, qui est pourtant une question profondément présente dans nos sociétés depuis extrêmement longtemps. Malheureusement, profondément présente, et c'est un phénomène de société qu'on ne peut pas ignorer, en tout cas les juristes et les historiens du droit ne peuvent pas ignorer. Et non. Donc voilà pourquoi je m'y étais intéressé il y a quelques années, sous la direction d'ailleurs de Léa Otis au départ, et puis c'est un phénomène qui est effectivement à appréhender encore, à creuser, et je crois que les leçons de l'histoire sont toujours bonnes au moins à exposer, à retenir. Ça c'est autre chose, c'est nos politiques qui en décident, mais en tout cas au moins à exposer. De se le replacer, d'avoir cette profondeur historique sur ces questions qui sont des questions d'actualité. C'est un peu l'idée de cette émission, donc je te remercie beaucoup d'y avoir contribué. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour une dernière émission de l'année, dans 15 jours. On parlera d'une question qui est d'une certaine manière d'actualité aussi, puisque la fin de la semaine, là, on va pas spécialement le fêter. Je pense pas qu'on en parle beaucoup dans l'actualité, mais c'est l'anniversaire d'un coup d'État, le coup d'État qui est intervenu en décembre 1851. Et qui a porté au pouvoir quelqu'un qui y était déjà, en fait, puisqu'il était président de la République, et il a décidé d'y rester et puis finalement de transformer son pouvoir en empire. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est devenu Napoléon III. Donc on va parler de ce coup d'État qui a mis fin à la seconde expérience républicaine qu'ait connue la France et qui a donné naissance au Second Empire, quelque chose qui est très largement oublié aujourd'hui et qui pourtant a façonné la France moderne, a façonné nos institutions également, notamment les institutions de la Ve République, de manière assez importante. Donc on reviendra sur cette période un peu oubliée de l'histoire pour terminer cette année 2021. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore une fois Pascal, et puis je vous dis à dans 15 jours pour la suite de Le Roi de l'Histoire. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci.